on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et que j'avais trop hâte de faire. Je vais donc lire un nouveau livre de mon autrice préférée, ou plutôt devrais-je dire de mon autrice préférée en littérature blanche, littérature contemporaine, parce que vous le savez qu'en SFFF, c'est sûrement l'indétrônable Becky Chambers qui a mon cœur, ma passion. Et en littérature blanche contemporaine, il s'agit de Alice Zeniter, dont je vous ai déjà parlé, je crois, sur cette chaîne, mais pas énormément puisque j'ai lu ses romans les plus connus avant de débuter cette chaîne. Bref, qui est Alice Zeniter? Elle est née le 7 septembre 1986 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. C'est une romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène de théâtre français. Elle fait plein de choses. Elle est multicasquette et c'est trop bien. Elle obtient le prix Goncourt des lycéens en 2017 pour son 4e roman, L'Art de perdre, et elle a publié son premier roman, 2-1 = 0, à l'âge de 16 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, à l'âge de 16 ans. Il est publié aux éditions du Petit Véhicule en 2003. Elle a, je le rappelle, 16 ans. Que dire de plus? Comme je l'ai dit dans la courte biographie de l'autrice, Alice Zeniter a de multiples casquettes, donc elle a écrit des choses très diverses, très variées. Elle a publié 7 romans, donc son premier à l'âge de 16 ans, 2-1 = 0. Son deuxième roman en 2010, publié chez Albin Michel, Jusque dans nos bras. Troisième roman, Sombre dimanche, toujours chez les mêmes éditeurs, publié en 2013. Un autre roman, De qui aurais-je crainte, publié aux éditions Le Bec en l'air en 2015. Puis, Juste avant l'oubli, publié aux éditions Flammarion en 2015. Et après les deux que j'ai lus, donc L'Art de perdre, qui est son livre le plus connu, et qui est quand même très joli. Publié aux éditions Flammarion en 2017. Là, c'est l'édition de poche J'ai lu. Et mon livre préféré, mon livre chouchou, mon livre que j'aime d'amour et que j'ai trop hâte de relire, Comme un empire dans un empire, publié initialement aux éditions Flammarion en 2020. Et là, toujours aux éditions J'ai lu. Elle a aussi écrit 2 essais. Je suis une fille sans histoire, que j'ai trop envie de lire, publié aux éditions de l'Arche en 2021. Et le livre qui fait donc l'objet de cette vidéo, Toute une moitié du monde, publié initialement chez Flammarion en 2022 et que là j'ai dans l'édition J'ai lu, et c'est parce qu'il est sorti au format poche que je l'ai acheté le mois dernier en courant septembre et que je vais m'empresser de lire dans cette vidéo. Elle a aussi écrit 4 pièces de théâtre. Enfin voilà, elle est très prolifique pour notre plus grand plaisir. En même temps, elle a commencé à 16 ans. 16 ans. Forcément. Et je vais vous faire des courts résumés de L'Art de perdre d'abord. L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui ne lui a été racontée? Son grand-père, Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu demander pourquoi l'histoire avait fait de lui un harki. Yéma, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre, mais pas dans une langue que Naïma comprend. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 62, dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence? J'avais adoré. Et franchement, les questions identitaires, les questions de racisme, les questions d'histoire, les questions de qui écrit à destination de qui, une multitude de questions qu'on va retrouver, il me semble, dans Toute une moitié du monde, m'avaient vraiment bouleversée. Moi, c'est le 2e roman que j'ai lu d'elle et il m'a moins touchée que Comme un empire dans un empire, dont je vais vous lire le résumé. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo Pourquoi je lis, en vous disant que c'était un de mes livres chouchou. Et franchement, je vous invite très fortement à aller le lire. C'est beau, c'est original, c'est grandiose. C'est des questions qui sont hyper importantes, hyper intéressantes, qui sont en fait nécessaires dans notre société, qui peuvent rejoindre en partie celles posées dans L'Art de perdre ou dans Toute une moitié du monde. Mais à mon sens, elles sont posées différemment, sous un autre angle ici. Et ça fait du bien de lire ce genre de fiction. Donc, pour le résumer, il s'appelle Antoine, elle se fait appeler elle.
Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement, et vont se rencontrer autour d'une question. Comment continuer le combat? L'ennemi semble trop puissant pour être défait. Dans ce grand roman de l'engagement, Annie Zeniter met en scène une génération face à un monde violent qui cherche avec une contagieuse obstination à en redessiner les contours et s'empare audacieusement de nos existences ultra-contemporaines pour interroger ce que signifie aujourd'hui faire de la politique. Lisez-le. Du coup, avec tout ce que je viens de vous raconter sur l'autrice, j'avais envie de la découvrir davantage. Et comme je le disais précédemment, ce livre était sorti au format poche et qu'il est plutôt petit, ça m'a donné l'occasion de le faire, surtout que c'est un essai et que je n'ai pas lu d'essai de sa part. Je l'avais entendu au micro à la fois de Lorraine Bastide dans La Poudre et c'était génial. Et en fait, elle revenait plus sur le livre L'Art de perdre, sur ces questions de racisme, d'histoire identitaire, de qui raconte l'histoire du point de vue des gagnants ou des dominants. Et je l'ai aussi écouté au micro de Guillaume Meurice dans son podcast Guillaume Meurice recrute et elle parlait donc de ce livre-là et ça m'a donné envie d'aller le lire. Donc on est dans un essai, quelque chose d'assez différent de ces deux précédents romans, même si encore une fois je pense qu'il y aura des thèmes communs parce qu'en fait c'est des thèmes je pense qui lui sont chers. Je vais vous lire un court résumé de cet ouvrage pour vous donner en fait un aperçu de ce qu'on va pouvoir y trouver. S'il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l'entrée en territoire de fiction, il ressemblerait curieusement à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone. Patientez quelques instants, vous allez être mise en relation. Ce que je cherche sans doute depuis le début en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine, ce sont des récits qui me permettent d'entrer en relation avec des êtres qui me sont inconnus et me deviendront proches, tout comme des récits qui leur permettent à l'intérieur de la fiction des relations riche, complexe et fragile. En fait, dans cet essai, elle va parler de son expérience en tant que lectrice et aussi autrice et elle va, à mon sens, nous montrer en quoi la littérature est quand même une littérature d'hommes, faite pour les hommes, par les hommes et que cette absence de femmes, pour le formuler comme ça initialement, peut être préjudiciable à la fois aux lectrices et aux autrices. Donc vous le savez, c'est des thèmes qui me sont chers, donc thèmes qui me sont chers, plus Annie Zeniter, je suis sûre que je vais adorer. Voilà donc pour le projet, l'introduction de cette nouvelle vidéo. Alors, moi j'ai lu 38 pages sur les 214, donc c'est un livre assez court. J'ai donc lu hier ce qu'elle appelle le propos préliminaire, où en fait il y a des réflexions autour de la lecture, de la littérature, et notamment des références à son enfance. Elle explique pourquoi elle aime lire et qu'est-ce qu'elle recherche dans la lecture. Donc là, ça fait référence à ce que je vous ai lu comme résumé. Et pour le dire plus simplement, elle explique que pour elle, la littérature, lire, c'est un moyen à la fois de s'évader et de comprendre le réel. Et si vous avez lu cette fameuse vidéo « Pourquoi je lis ?», vous savez que c'est un peu ce que je recherche dans mes lectures et c'est pour ça que je lis beaucoup de fiction, notamment de SFFF, mais que j'adore aussi la littérature engagée, les essais, pour mieux comprendre le monde qui m'entoure, nous entoure. Et j'ai aussi entamé le chapitre 1 ou la première partie du livre qui s'appelle donc Une moitié du monde. Et là, on va parler de la représentation des femmes dans la littérature, à la fois en tant qu'autrice, mais surtout en tant que personnage. Et donc, elle revient sur le test Bechdel, donc qui a été développé notamment par Alison Bechdel, qui est une BDiste. C'est, si vous connaissez pas, l'idée que dans un roman, il faut qu'il y ait deux femmes identifiées très clairement, donc notamment qu'elles aient des prénoms, un nom, enfin qu'on puisse vraiment les identifier en tant qu'individus. Que ces deux femmes parlent entre elles. Et troisième point, qu'elle parle d'autre chose que d'un homme. Et en fait, la majorité quand même des livres ne permettent pas de remplir les conditions du test Bechdel. La roue du temps, si tu passes par là, voilà. Et elle parle par exemple d'un autre test que je connaissais pas, c'est le test du lampadaire ou de la lampe de chevet, qui consiste à remplacer le personnage féminin par une lampe de chevet. Et si cela ne change pas l'histoire, vous comprenez que ce personnage-là n'est que figuratif, qu'il n'a que peu d'importance malheureusement. Et en fait, elle explique que elle, dans sa scolarité, donc une scolarité assez prestigieuse, vu qu'elle a fait une classe prépa Cagne, puis Normale Sup, il me semble, elle a beaucoup étudié la littérature, notamment le théâtre, qu'il y avait peu de femmes
représentée dans ce corpus de littérature dit légitime, malheureusement, et qu'elle a remarqué ça que très tardivement, un peu quand elle a sorti le nez de ce corpus réglementaire, légitimé, qu'elle devait étudier. Et en fait, ça va poser la question de l'identification, à la fois pour Alice Zeniter, mais aussi pour les petites filles à qui elle s'identifie à des personnages qui sont uniquement passives, voilà, ou à des héros masculins qui eux sont actifs. Et ça pose une question en fait de l'identification genrée. Les petites filles prennent l'habitude de s'identifier à des garçons alors que les garçons ne font jamais cet effort-là de s'identifier aux petites filles parce qu'en fait leur genre est toujours très bien représenté. Elle développe cet argumentaire en expliquant que cela reflète en fait les stéréotypes dans notre société avec peu de femmes aux hautes fonctions, elles sont peu représentées ou avec des stéréotypes négatifs. Et on pourrait élargir ce trait-là avec l'hétérosexualité qui est la norme dans notre société. Donc peu d'autres relations amoureuses sont représentées dans les fictions et aussi une prédominance de l'amour sur l'amitié, donc peu de relations amicales entre femmes présentées de manière positive. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de le lire assez rapidement vu que c'est court et je reviens vers vous. Il faut faire des updates de lecture assez régulièrement ou plutôt régulièrement si j'y arrive. Coucou, je vous reprends, on est mercredi et je crois que je vous ai pris juste hier pour vous parler du projet de cette vidéo, d'Alice Zeniter, de ce que j'avais lu d'elle et du premier chapitre, il me semble, de ce livre-là, Toute une moitié du monde. Bon, j'ai énormément avancé. J'ai lu quasiment le 2/3 du livre. Il me reste 60-70 pages à peu près sur les 210. Donc plutôt chouette, c'est une très bonne lecture. Je vais essayer de vous résumer un petit peu les idées. J'aime bien vous parler comme ça au fil de ma lecture un petit peu de ce livre, surtout qu'il y a tellement de choses à dire et que je suis embarquée dans ce livre-là. Donc pour rappel, ça reste un essai, donc c'est pas une histoire, c'est pas une fiction, mais le style se lit de manière mais le style est très abordable, les idées aussi, et c'est une bonne synthèse en fait de ce qu'on peut avoir lu, entendu sur le féminisme dans la fiction, dans les romans, dans les représentations. Ça peut s'élargir et Alice Zeniter le fait aux séries, aux films et donc c'est vraiment très intéressant. Dans le chapitre numéro 2 qui s'appelle « Être une autrice », Alice Zeniter revient sur la représentation très genrée de ce domaine-là, de la littérature, puisqu'elle remarque, elle nous fait remarquer, même si c'est pas la seule à l'avoir fait, qu'il y a peu de femmes qui sont récompensées par des prix prestigieux, environ 30% des personnes récompensées par ces prix sont des autrices, alors qu'il y a énormément d'autrices qui écrivent. Et au-delà de la récompense, il y a aussi une séparation très verticale, très hiérarchisée entre les auteurs et les autrices, parce qu'on considère, ou surtout les auteurs, les critiques de ce milieu, les maisons d'édition, considèrent que les femmes écrivent des sujets de bonnes femmes, donc des sujets qui ne sont pas dignes d'être lus par les hommes, par exemple sur le domestique, sur l'enfant, l'avortement, etc., sur la maternité. Et cela contribue en fait, de par leur sujet, à délégitimer ces femmes autrices. Et donc cette division très genrée du milieu littéraire, Alice Zeniter remarque également qu'elle disparaît quand les femmes écrivent sur des sujets dits sérieux, des sujets masculins, comme par exemple la guerre. Et dans ces cas-là, on oublie que l'autrice est en fait une femme et on va juste la considérer comme une représentante d'une nationalité, d'une cause, etc. Et Alice Zeniter explique que ça a souvent été le cas, notamment avec elle-même quand elle a écrit L'art de perdre, avec d'autres autrices, notamment Faiza Gain. Elle est devenue en fait la porte-parole d'une certaine histoire algérienne, d'une certaine minorité en France, et plus comme une autrice et une personne singulière, mais la représentante
de cette cause. Elle revient très longuement aussi sur le sexisme dans ce milieu littéraire, sur les commentaires par exemple que les femmes subissent lorsqu'elles font des photos, sur les attitudes très sexualisantes, objectivantes que ces femmes autrices subissent. Et elle note qu'il y a une double pression, à la fois une pression économique pour pouvoir vivre de son écriture, mais aussi une injonction à la beauté et à la douceur. Et ces deux éléments se confondent, dit-elle, pour fragiliser les autrices. Dans le chapitre suivant, le chapitre numéro 3, c'est un chapitre qui m'a le plus intriguée, déjà par son titre, parce qu'il s'appelle La parade virile, et sûrement parce que là on sort un peu de l'analyse sociologique de la société du champ littéraire, pour reprendre les termes de Bourdieu, pour aller davantage sur la théorie littéraire, sur l'étude en fait des lettres, des livres, de la fiction. Et Alizée Zenniter montre, et à chaque fois c'est ça qui est vraiment très bien, c'est que c'est pas que son avis, même si ça serait super intéressant je pense. Elle s'appuie en fait sur des textes, sur des essais, sur des critiques, sur des publications, sur des exemples, voilà. C'est vraiment très dense, très construit, très argumenté. Et donc dans ce chapitre, elle va aussi montrer que les hommes qui écrivent sur des sujets dits sérieux, virils, avec des héros virilistes, machistes, violents, ces auteurs-là subissent eux-mêmes en retour ces injonctions. Et en fait ici, on retrouve une partie de ce que les féministes et les sociologues ont mis en évidence, à savoir que les normes genrées et la division genrée de ces normes induisent également une pression chez les hommes à se conformer à ces stéréotypes-là, et que ça peut être coûteux de renoncer à cette virilité, ou en tout cas à ce modèle de masculinité dit hégémonique. Et là, elle développe énormément ce qui s'est passé pour les auteurs américains. Aux États-Unis, écrire était considéré comme un loisir peu viril, et donc les auteurs américains ont performé leur genre, ont performé cette virilité en écrivant par la force, vraiment tout ce champ lexical de la force, de l'alcool, de l'alcoolisme, de la drogue. Et elle revient longuement sur les travaux d'Hemingway. Je passe le chapitre 4 qui était quand même très intéressant, et pour pas que ce point lecture dure 100 000 ans, au chapitre numéro 5 que je viens juste de terminer, qui s'appelle Aimer, pleurer ou être un personnage. Alizée Zenniter revient très longuement sur la question de la disparition annoncée du personnage dans la fiction, notamment dans le roman, et elle revient sur les travaux du théâtre post-dramatique, avec notamment la disparition de certains personnages chez Beckett. De cette question-là, elle va en tirer pour moi deux fils importants. Le premier, c'est la question de l'identification au personnage, ou en tout cas de l'empathie, ou pas, hein, que ces personnages peuvent nous faire ressentir. Elle explique que les personnages vont en fait devenir des connaissances qu'on va vivre avec eux, qui vont pouvoir s'insérer dans notre monde, dans notre réel. On va penser à eux, et surtout, et elle explique qu'elle adore ça, et que moi aussi c'est un peu ce qui m'anime, et ce qui explique pourquoi j'ai cette chaîne YouTube, c'est le fait de parler de ces personnages, de ces histoires avec les gens de notre entourage, et c'est vraiment quelque chose que elle et moi adorons. Et dans cette optique-là de connaître les personnages, elle revient sur le fait que certes on ne dispose pas, à notre sens peut-être, de toutes les informations sur un personnage, mais comme ce sont toutes les informations qu'a bien voulu de nous donner l'auteur ou l'autrice sur les personnages, il s'agit de l'ensemble des informations que nous connaissons. Et elle revient longuement sur son personnage de Elle, donc comme un empire dans un empire, et elle explique qu'elle en a marre qu'on lui pose la question de son vrai prénom, que si elle a choisi de l'appeler juste avec la lettre L, c'est parce que pour elle, elle s'appelle juste comme ça, et qu'il n'y a pas de prénom qu'elle aurait caché aux lecteurs et aux lectrices de cet ouvrage. Et le deuxième point important qu'elle développe dans cette analyse, c'est la question de la représentation et de la représentativité. Elle explique qu'en fait, la disparition des personnages dans les romans, c'est une question qui peut se poser uniquement pour les personnes qui ont l'habitude d'être représentées. On en revient au titre du livre et à ce que je vous disais initialement. Et les personnes qui ont l'habitude d'être représentées, ce sont les personnes hommes, blancs, hétérosexuels, riches, occidentaux. Et pour les autres, il y a vraiment un enjeu de représentation, de représentativité. Et donc elle va revenir longtemps sur les sensitive readers, qui sont des personnes qui vont aller lire les romans, les fictions, pour s'assurer que ce qui est dit ne véhicule pas de stéréotypes, ou en tout cas que ça soit conforme à ce que les personnages voulaient dire, parce qu'elle rappelle que la fiction,
pour certaines représentations, c'est la seule manière qu'ont les gens d'appréhender ce phénomène. Et là, elle donne 2 éléments. Donc, par exemple, pour la représentation des maladies mentales, mais sinon, un exemple plus simple qu'elle développe, on a l'impression du fait des films qu'une voiture qui prend feu va exploser, alors que c'est absolument pas le cas. Et ça montre bien à quel point en fait la fiction va venir forger des stéréotypes et que c'est parfois la seule manière qu'on a d'appréhender les choses. Et donc c'est important d'avoir cette question de la représentation et de la représentativité. Et dans ce chapitre, elle revient sur la différence entre empathie et identification aux personnages. Souvent on peut avoir de l'empathie pour eux et ça arrive que certaines fois on s'identifie pleinement à ces personnages. Et le cas le plus typique, même si en fait on a très peu de preuves historiques de sa survenance, c'est la vague de suicide après la publication des souffrances de Jeanne Werther par Goethe. Et voilà où j'en suis dans le livre. Il me reste donc quelques chapitres et je pense le finir d'ici ce soir. En tout cas, je reviendrai très vite vous faire un petit point sur ma lecture et vous résumer les idées essentielles de l'autrice. À très vite. Rebonjour, on est toujours mercredi, le même jour que le clip d'avant. Il est juste 19h et je viens de terminer donc toute une moitié du monde d'Alice Zéniter. Je vous propose de faire ça en 2 temps. Tout d'abord, vous reparler des idées que j'ai lues dans les chapitres qui me restaient, puis après vous donner mon avis global sur cette lecture. Dans le chapitre 6, la forme et le chaos, j'ai beaucoup apprécié et j'étais peu étonnée d'ailleurs qu'elle le fasse parce que je trouve que c'est un thème récurrent dans ces interviews et dans ces 2 livres, ces 2 romans que j'ai lus, donc L'art de perdre et Comme un empire dans un empire. En effet, elle revient sur le fait que les fictions sont souvent écrites du point de vue des dominants, des vainqueurs et des gens ayant des idéologies plutôt de droite. Et une des conséquences de tout cela, c'est que ça entretient les stéréotypes. Elle met également en avant, un peu en opposition, que les récits les plus polyphoniques, les récits où il y a une multitude de galeries de personnages diversifiés, sont en fait les récits écrits par des personnes dominées, marginalisées, donc des personnes racialisées, des femmes, des minorités de genre. Et cela, en fait, on peut l'expliquer tout simplement par le fait que ces personnes-là ont subi la silenciation et la domination et donc sont plus enclins, sont plus à même à ne pas reproduire ça dans leur récit. Et la conclusion un peu de tout ça, c'est que tout texte est forcément politique, parce que soit c'est un texte engagé, et là la dimension politique est plutôt claire, évidente, soit c'est un texte politique en ne s'engageant pas, parce qu'il reflète les normes et valeurs d'une société, et on sait que ces normes et valeurs sont forcément situées socialement, et donc politiquement marquées. Et dernier élément dans le chapitre 7, la mise en relation, qui m'a marquée, c'est l'idée qu'une multitude de récits, y compris les récits dits pour les femmes, sont marqués par une relation de conflit entre les protagonistes, donc des conflits soit 1 versus 1, soit une bande versus une bande, et que c'est quand même un thème, une manière d'être, une mise en relation qui est très répandue dans notre champ littéraire. Et de la même manière, elle montre et elle démontre que les relations entre les humains et les non-humains sont quand même peu fréquentes, qu'il y a peu de livres centrés sur les non-humains, et qu'en fait tout ça, ça pose la question que les auteurs et autrices ne se posent peut-être pas forcément, de la prise en compte de la diversité de la faune et de la flore dans leurs écritures. Et Alice Zéniter explique que c'est un point qui l'a beaucoup marqué dans ses recherches, notamment lorsqu'elle écrivait L'art de perdre, où il y a comme ça une temporalité sur plusieurs générations, et elle voulait prendre en compte cette dimension de la faune, de la flore, notamment parce que le père travaille et vit, il me semble initialement, dans un champ d'oliviers en Algérie. Donc voici pour un avis très détaillé de ce court livre, mais promis, j'ai pas tout dit, vous pouvez aller le lire, ne serait-ce que pour découvrir la plume d'Alice Zéniter. Et mon avis général, c'est que j'ai vraiment passé
passé un très bon moment de lecture. C'était plutôt agréable à lire. Elle nous a pris par la main et elle nous a montré s'il y avait encore nécessité à le faire. L'obligation, on peut le formuler comme ça, à prendre en compte d'autres éléments dans nos manières de raconter des histoires, de lire des romans, que les stéréotypes véhiculés par la fiction dite classique ou plutôt masculine. Donc j'ai trouvé que le propos était très intelligent, très bien construit, bien amené. C'est truffé de références et c'est pas que des références élitistes. Déjà, il y a des extraits de ses romans, elle parle d'elle et ça j'ai vraiment apprécié, notamment parce qu'elle se remet en question. On est peu amené à lire ce genre de doute, ce genre de remise en question dans les récits, et aussi parce qu'elle prend des exemples populaires dans le sens connu par la majorité. Il y a tout un passage sur Avatar de James Cameron par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était très accessible, pas élitiste, même si évidemment il y a une analyse de la littérature et du champ littéraire et qu'elle se réfère à des spécialistes, des essayistes sur ces questions-là. J'ai vraiment apprécié ma lecture et encore une fois, ce livre est nécessaire si vous ne savez pas pourquoi il est important d'avoir des récits polyphoniques, pourquoi la représentation dans les récits est un sujet central, capital, et pourquoi en fait tout simplement le champ littéraire est dominé par le sexisme, par le racisme, et comment et pourquoi il faudrait changer cela. Encore une fois, c'est une porte d'entrée assez différente, mais somme toute accessible aux luttes et aux questions sur le sexisme et sur le racisme. Bref, je vais arrêter là de blablater sur ce livre. La conclusion, c'est que vraiment, j'aime toujours autant Alice Zeniter et j'ai trop hâte de me procurer ces premiers romans que je n'ai pas lus et aller la découvrir dans d'autres univers, d'autres styles aussi, d'autres histoires, d'autres constructions de personnages et essayer de voir. Justement, elle explique dans ce livre qu'elle a cheminé pour arriver à ses livres les plus récents et voir si on arrive comme ça à reconstituer son parcours, à voir comment elle a évolué dans son écriture et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'espère que cette vidéo point lecture et découverte d'une autrice que moi j'affectionne beaucoup vous aura plu. J'espère que vous allez découvrir Alice Zeniter, en tout cas vraiment je vous le souhaite. Comme un empire dans un empire, c'est un de mes livres préférés, un des livres qui m'a le plus marqué. J'ai qu'une hâte de le relire, mais voilà, il y a plein de livres à lire, donc c'est un dilemme cornélien pour moi. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous avez lu un livre d'Alice Zeniter, si oui lequel, ce que vous en avez pensé. Et je vous laisse avec un petit bonus. Je vous présente ma prochaine lecture, donc Le Voleur, qui est le tome 2 de La Maison des Jeux, écrit par Claire North. Et après Venise au XVIe siècle, nous sommes à Bangkok en 1938 et a priori on va avoir le même système de double jeu et de géopolitique. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me plonger dans ce nouveau livre et encore une fois il est très court. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.